On pense souvent que les plus grandes histoires sont écrites dans des livres, mais en fait, parfois, elles sont cachées dans des fragments de pierre oubliés. Aujourd'hui, on va justement reconstituer une de ces histoires, une histoire d'ambition, de pouvoir, perdue dans les sables du temps et redécouverte grâce à, quelques cailloux. Et tout commence ici. Tout part de là, de ces étranges fragments, retrouvés en plein désert égyptien. Des pierres cassées, recouvertes de petites marques en forme de clous. Pendant longtemps, ce n'étaient que des curiosités. Mais elles renfermaient un secret qui allait littéralement réécrire une partie de l'histoire. La vraie question, c'est ça. Comment de simples éclats de roche pèsent nous raconter l'histoire d'un empire disparu? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est le début de notre enquête. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord se mettre dans la peau des archéologues. On va assembler, pièce par pièce, ce véritable puzzle. Alors voilà ce qu'on a sur la table. Des morceaux de stèles, trouvés pas loin de Suez. Elles sont couvertes d'une écriture très ancienne et on devine des silhouettes de personnages importants, sûrement des rois. Chaque fragment est un indice. Mais comment on fait pour que tout ça ait un sens ? Une fois qu'on a toutes les pièces, le plus gros défi commence. Comprendre ce qui est écrit dessus. Il fallait déchiffrer cette écriture vraiment particulière. C'était la clé de toute l'énigme en fait. Et cette écriture, c'est le cunéiforme. C'était l'écriture des grands empires de Mésopotamie. Chaque petite marque en forme de coin, c'est une lettre, une syllabe. Pour lire ces pierres, il fallait donc d'abord maîtriser cette langue oubliée, un vrai travail de détective linguistique. Et là, c'est le coup de chance, le moment décisif. Les inscriptions n'étaient pas écrites dans une seule langue, mais en trois, du vieux perse, de l'assyrien et des hiéroglyphes égyptiens. C'était une sorte de pierre de Rosette. Ça a permis aux experts de comparer les textes et enfin de comprendre le message. Une fois le code cassé, le message a enfin pu parler. Et ce n'était pas un simple texte administratif, non. C'était bien plus que ça. C'était la voix d'un roi. Une voix puissante qui nous parvenait à travers les millénaires. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le texte. La pierre elle-même nous donne un indice. On y voit la silhouette gravée d'un roi, reconnaissable à sa coiffe. Le message avait donc un auteur royal. Mais qui ? La réponse, elle est là, gravée dans la pierre. Le texte commence par cette déclaration de pouvoir assez incroyable. L'auteur, c'est Darius le grand roi de l'empire perse achéménide, celui qui a conquis l'Égypte. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'un roi aussi puissant pouvait bien déclarer avec autant de faste en plein milieu du désert ? Et ce que ce roi était en train de proclamer, ça allait complètement bouleverser notre connaissance de l'ingénierie dans le monde antique. Pour bien analyser le texte, les chercheurs ont tout retranscrit. Et c'est là, dans la traduction, qu'ils sont tombés sur un ordre qui a laissé les historiens sans voix. Voilà la phrase clé. Darius déclare noir sur blanc qu'il a ordonné de creuser un canal entre le Nil et la mer Rouge. C'est un projet monumental, une voie navigable pour relier la Méditerranée et l'océan Indien. 2500 ans avant le canal de Suez qu'on connaît. Il faut prendre un instant pour réaliser l'ampleur du projet. C'est un exploit d'ingénierie totalement fou pour l'époque. Ces stèles, ce ne sont pas juste des bornes kilométriques. C'est la déclaration officielle de Darius qui affirmait son pouvoir absolu sur la terre et sur l'eau. Darius, c'était quelqu'un qui voyait grand, très grand. Pour lui, graver des stèles dans le sable, ce n'était pas assez. Il faisait graver ses exploits directement à flanc de montagne, comme à Behistun. Ces décrets étaient faits pour l'éternité. Mais voilà où ça devient vraiment croustillant. Parce que cette preuve matérielle-là, gravée dans la roche, elle entre en conflit direct avec ce que racontaient les historiens de l'Antiquité. C'est une vraie confrontation. D'un côté, on a Hérodote, le père de l'histoire, qui nous dit que c'est un pharaon qui a commencé le canal et que Darius, lui, a échoué. Et de l'autre, on a la déclaration de Darius lui-même, qui dit « c'est moi qui l'ai fait, et je l'ai terminé ». Alors, qui croire ? L'historien ou le roi ? Bon, évidemment, l'histoire est rarement toute noire ou toute blanche. Le débat continue chez les spécialistes. Est-ce que Darius a un peu exagéré ? Est-ce qu'il a simplement fini un travail commencé par d'autres ? On ne le saura peut-être jamais avec une certitude absolue. Mais ce qui est sûr, c'est que ces pierres nous donnent la version de Darius, son communiqué de victoire en quelque sorte. Et voilà, le puzzle est complet. On est parti de quelques pierres brisées, couvertes de signes bizarres, et on a reconstitué l'histoire d'un des plus grands chantiers du monde antique. Une histoire qui avait été presque totalement oubliée. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée assez vertigineuse. Le canal de Darius a été retrouvé presque par hasard. Alors on peut se demander combien d'autres chapitres de l'histoire humaine sont encore là, sous nos pieds, silencieux, et attendent simplement que quelqu'un apprenne à nouveau à lire les pierres.